tous, bienvenue, c'est Jean-Mi, on va parler de Dark Venture. Dark Venture est un jeu d'aventure Dark Fantasy pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 60 à 90 minutes à partir de 12 ans. C'est un jeu de Rob Lennon, il est édité par Guild Skull Games. Il vous propose d'incarner un héros dans un futur Dark Fantasy post-apocalyptique, rempli de créatures magiques et de ruines mystérieuses. Le but du jeu est de compléter des quêtes afin d'avoir le maximum de points pour remporter la partie. Vous allez gagner des points en explorant des lieux, combattant des monstres, récupérant certains artefacts cachés. Le jeu propose plusieurs modes de jeu, un mode compétitif, un mode solo ainsi qu'un mode coopératif pour une durée de vie assez exceptionnelle. Il va y avoir de la gestion de cartes, de la gestion de ressources, ainsi que des phases de combat stratégiques et de l'exploration. Le jeu propose également une narration immersive qui s'appuie sur des descriptions de lieux et des événements qui se déclencheront au fur et à mesure de la partie. Dark Venture est une expérience de jeu intense, narrative et riche qui satisfera tous ceux qui sont à la recherche d'un jeu original. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer en premier les règles du jeu. Après, je vous parlerai des différents modes, c'est-à-dire le mode solo et le mode coopératif. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis. Actuellement, l'éditeur a une campagne pour un autre jeu qui est dans le même univers. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour aller voir. Vous pouvez également vous procurer la boîte de base de ce jeu, mais je vous invite vraiment à aller voir. Moi, c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Il y a un vrai parti pris dans ces jeux. Donc je peux que vous inviter à aller voir par vous-même, comme ça vous faites une idée et l'offre est vraiment intéressante. Nous allons commencer par une introduction pour vous donner un petit peu le contexte du jeu. En y repensant, un événement cataclysmique tel que celui qui a bouleversé notre monde devrait sans doute être inévitable. Pourtant, ce jour-là, personne ne l'attendait. La première vague du cataclysme a frappé soudainement, transformant la plupart des créatures vivantes d'une manière ou d'une autre. Beaucoup sont morts sur le champ. Peu de temps après, une seconde vague a déferlé, altérant une nouvelle fois toute forme de vie. Notre réalité a été déformée d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Des sorciers érudits, ayant étudié le cataclysme, ont découvert que notre Terre avait été cernée par des forces primordiales contenues, appelées magiques arcaniques. Autrefois accessibles, ces magiques furent scellées par une malédiction, maintenue à distance, contenue et comprimée durant des millénaires. D'une façon ou d'une autre, la malédiction fut brisée. C'est, affirme-t-il, ce qui déclenchait le grand bouleversement de notre monde. Nous, les héros, sommes devenus les nouveaux maîtres de la Terre. Nous gérons les conséquences d'une civilisation ayant régressé et guidons les survivants à travers d'étranges reflets de l'espace et du temps. Nous avançons dans l'obscurité et l'incertitude parmi les ruines du progrès. Le monde est devenu, sans équivoque, un lieu étrange et impitoyable. Explorez-le avec nous dans notre lutte pour la survie. L'objectif de Dark Venture est d'envoyer son héros accomplir de périlleuses quêtes. Ces quêtes se réalisent en parcourant une carte qui se construit au fil des interactions avec d'autres personnages. Pour la victoire, le joueur dont le héros accumule le plus de points de quête en complétant des missions remporte la partie. Pour une partie longue, vous allez jouer 12 tours. Pour une partie courte, 6 tours. Pour la mise en place, vous allez commencer par le choix du héros. Les joueurs tirent toutes les cartes héros. C'est indiqué à cet endroit-là, du paquet personnage. Chaque joueur sélectionne un héros pour accomplir ses quêtes, puis place sa carte personnage sur le tableau de bord, comme je l'ai fait là. Les héros non choisis sont remélangés dans le paquet personnage. Le numéro inscrit dans l'hexagone en haut à gauche de la carte correspond au numéro du personnage. Une fois leur héros choisi, les joueurs prennent les éléments suivants associés à ce numéro. 2 jetons personnages numérotés, comme vous le voyez, comme ceci. Un standees en carton, un socle en plastique. Ces éléments doivent être conservés à portée de main. L'icône dans le cercle, sous le numéro du personnage, indique sa faction. Certaines factions restreignent l'utilisation des objets spécifiques ou accordent des bonus particuliers au personnage. Sous le portrait, sur le parchemin, chaque carte mentionne le nom du héros, la distinction héros comme je vous l'ai indiqué, ou il peut y avoir follower pour les followers. Les personnages vont avoir des objets. Il existe 3 catégories d'objets dans le jeu. Les armes, les armures et les objets. Les armes augmentent le bonus d'attaque et les attributs d'un personnage. L'armure et les boucliers augmentent le bonus d'armure ainsi que les attributs de défense. Les objets ont des utilisations variées selon leur description. Au début de la partie, chaque joueur pioche les objets portés et tenus mentionnés sur sa carte héros, comme vous le voyez ici. Et là, je l'ai déjà placé là. Vous les prenez bien entendu dans le paquet objet. Il les équipe à leur héros, puis il remélange le paquet objet. Pour les trouver rapidement, les objets de départ ont ce symbole-là. Les objets peuvent être équipés, placés sous l'espace bleu, ou tenus en inventaire, sur l'espace violet. La capacité d'équipement et d'inventaire est la suivante. Chaque personnage peut équiper un objet à la tête, un objet au corps et un bijou. Il a 2 emplacements main. Chacun peut tenir une arme à une main, ou les 2 ensemble peuvent tenir une arme à 2 mains. Vous voyez, c'est indiqué ici par exemple. Si un objet requiert une valeur d'attribut pour être utilisé d'une main, les bonus accordés par l'objet lui-même peuvent être pris en compte. L'inventaire maximal est de 8 objets équipés ou stockés. Pour libérer de l'espace, un joueur ou un follower peut laisser tomber un objet. Vous placez un jeton numéroté sur la position actuelle du personnage, vous placez le jeton correspondant sur la carte objet. Je reviendrai un petit peu plus en détail. Petite remarque, les personnages non porteurs d'armes. Les personnages de la faction bête et les vagabondeurs pâles ne sont pas considérés comme des porteurs d'armes. Ils peuvent conserver des objets dans leur inventaire, mais ils ne peuvent ni les équiper ni les utiliser. Vous le retrouvez avec les factions. Les capacités spéciales d'un personnage sont indiquées
à cet endroit-là. Il faut les lire attentivement afin de comprendre comment et quand les utiliser. En général, ces capacités peuvent être activées une seule fois par combat ou par tour. Elles doivent être annoncées pour être utilisées. Certaines capacités spéciales sont permanentes, c'est-à-dire qu'elles sont toujours actives. Ici, vous allez trouver les 4 attributs de base du personnage, ainsi que sa santé. La puissance représente la force brute et la puissance physique. Elle sert à modifier les dégâts infligés en combat. La vitesse, quant à elle, mesure la capacité à réagir rapidement à une situation. Elle sert à déterminer l'ordre d'initiative lors des combats. L'esprit reflète les capacités intellectuelles. Il sert de modificateur lors de fouilles de lieux à la recherche d'objets. La chance traduit l'impact d'événements imprévisibles et du hasard. Elle sert lors des jets de chance pour certains événements ou pour gagner la loyauté d'un follower. Vous allez appliquer tous les bonus d'attributs conférés par les objets à ceux de base du héros. Vous allez les indiquer en prenant les cubes à la couleur sur les différentes pistes. Vous placez un cube noir pour la santé, cela représente la santé de base. Et puis vous allez utiliser un cube rouge que vous mettez à proximité pour suivre la santé actuelle. Si des objets équipés accordent un bonus d'attaque ou un bonus d'armure, que vous retrouvez ici, vous ajoutez les jetons numérotés correspondant à votre tableau de bord dans les emplacements prévus. Ensuite, vous placez les cubes orange de points d'action selon le nombre de joueurs. À 1 et 2 joueurs, vous avez 3 cubes. À 3 et 4 joueurs, vous avez 2 cubes. Les cubes de points d'action doivent être placés dans leur emplacement dédié sur le tableau de bord. Lors d'un tour d'un joueur, les cubes dépensés sont retirés du tableau. Ils sont remis en place au début de chaque manche. Donc là, vous avez fait la mise en place pour votre personnage. On va maintenant faire la mise en place de la zone de jeu. Vous choisissez l'un des 2 ensembles de livrets suivants pour toute la durée de la partie. Guide des lieux A et action A ou guide des lieux B et action B. Ce sont ces livrets-là. Je vais les poser à côté. Une fois votre choix fait, vous placez les livres dans la zone de jeu. Ils sont accessibles à tous les joueurs. Vous allez également placer les 4 dés à 6 faces, tous les jetons personnages, les standees, les jetons de santé, les jetons de fouille, ainsi que tous les autres jetons que vous voyez ici. Pour déterminer le premier joueur, chaque joueur va lancer les 4 dés à 6 faces. Le joueur ayant le score le plus élevé devient le premier joueur. Le joueur suivant en score devient deuxième et ainsi de suite. Et en cas d'égalité, vous relancez les dés. Vous allez prendre cette carte, qui est la carte de départ, qui est le carrefour. Et vous la placez au centre de la zone de jeu. Elle représente le point de départ et s'agrandira à partir de là. Chaque joueur place un jeton de son héros ou son standees sur le lieu comme je l'ai fait. L'objectif des héros est de gagner un maximum de points de quête, en accomplissant des quêtes héroïques et des quêtes secondaires. Le joueur ayant le plus de points de quête à la fin, des 12 manches d'une longue partie, ou des 6 manches d'une courte partie, est déclaré vainqueur. Le premier joueur mélange le paquet de cartes quêtes héroïques et quêtes secondaires face cachée. Il pioche 3 cartes quêtes héroïques et en choisit une, puis remélange les 2 autres dans le paquet. Il pioche ensuite 3 quêtes secondaires qu'il garde toutes. Elles peuvent être révélées ou gardées secrètes. Chaque joueur suivant l'ordre des jets de dés, fait de même. À la fin de cette phase, chaque joueur possède une quête héroïque révélée et 3 quêtes secondaires. Lorsqu'un héros ou son follower remplit les conditions qu'il a décrites sur une carte quête, le joueur défausse immédiatement la carte et il gagne les points de quête indiqués, que vous indiquez ici. Les conditions remplies avant d'obtenir une quête ne comptent pas pour son accomplissement. Une fois par partie, lors de son tour et son coup, un joueur peut défausser 3 quêtes secondaires. Il pioche 3 quêtes héroïques, en choisit une, la révèle, puis remélange les autres dans le paquet. Au début de son tour, vous pouvez également défausser une quête secondaire pour en piocher une nouvelle, ou piocher une quête secondaire supplémentaire jusqu'à un maximum de 3. Un héros peut très bien avoir plusieurs quêtes héroïques actives en même temps. Ensuite, vous allez mettre ce plateau-là au centre de la table et mélanger les paquets en fonction des cartes qu'il comporte. Il y a des personnages, les objets et les lieux. Et vous les mettez face cachée, comme c'est indiqué en dessous du plateau. Laissez de la place pour une défausse de carte personnage, et une défausse de carte objet. Les cartes lieux, elles, ne sont jamais défaussées. Placez également les quêtes héroïques et les quêtes secondaires face cachée à proximité. Comme je vous redis, je les ai mises là. Vous allez ensuite placer la piste de points de quête et la piste des jours sur le bord de la zone de jeu. Chaque joueur place un de ses jetons héros sur la case de départ de la piste de points de quête. Ce jeton va servir à suivre les points de quête accumulés. Vous placez ensuite le jeton soleil sur la case 1 de la piste de jour à la phase hub. Chaque joueur va ensuite piocher des cartes. Il pioche une carte personnage, une carte lieu et 2 cartes objets. Ces cartes sont tenues secrètes. La main d'un joueur peut contenir jusqu'à 6 cartes maximum. Si ce total est atteint, un joueur peut quand même piocher au début de son tour, mais doit ensuite immédiatement défausser une carte objet dans la défausse correspondante, ou placer un objet dans l'inventaire d'un personnage, ou bien jouer une carte lieu. Comment se passe donc un tour de jeu maintenant? Un tour de jeu commence quand le premier joueur entame son tour et se termine lorsque tous les joueurs ont joué. Chaque tour se compose de 3 phases. La phase 1 est une phase de pioche de cartes. Au début de son tour, un joueur pioche une carte au choix parmi la pioche objet, la pioche personnage ou la pioche lieu. À ce moment-là,
Le joueur peut également défausser une quête secondaire pour en piocher une nouvelle, ou piocher une quête secondaire supplémentaire, comme je vous disais, jusqu'à un maximum de 3. Vient ensuite une phase d'action. Dans une partie à 1 ou 2 joueurs, chaque joueur dispose de 3 points d'action. Dans une partie à 3 et 4 joueurs, chaque joueur dispose de 2 points d'action. Les points d'action seront effectués pour dépenser des actions. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Un joueur peut choisir de ne pas utiliser tous ses points d'action, mais dès que tous les points d'action sont dépensés, on passe immédiatement à la phase 3. La phase 3 est la phase de vérification de quêtes. Vous vérifiez les quêtes héroïques et les quêtes secondaires, vous assurez que tous les points de quête obtenus sont bien reportés sur la piste adéquate, vous défaussez les cartes de quête complétées. Une fois les 3 phases terminées, le tour du joueur s'achève, le joueur suivant commence alors son tour. Lorsque tous les joueurs ont terminé leur tour, on passe à un nouveau round. Vous déplacez le jeton soleil d'une case vers la droite, et un nouveau round commence. Pendant cette phase, tous les héros et leurs followers regagnent leurs points d'action. Tous les personnages blessés récupèrent 2 points de santé. Ce sont donc ces fameuses actions que vous pouvez faire. Pendant leur tour, les joueurs peuvent dépenser leurs points d'action pour réaliser les actions payantes que je vais vous décrire. Chaque action coûte 1 point et peut être répétée plusieurs fois. Les points peuvent être aussi utilisés pour des actions spéciales, qui seront décrites dans les règles du guide des lieux, sur les cartes personnages et parfois sur les cartes objets. Un joueur peut très bien terminer son tour sans utiliser tous ses points, ou après les avoir tous dépensés. Vous allez pouvoir vous déplacer pour un point d'action. Un joueur peut déplacer son héros ou un follower vers un nouveau lieu. Si un héros ou un follower entre pour la première fois dans un lieu, portant un hexagone vert numéroté, imaginons que nous soyons comme ceci, et que je me déplace de 1. C'est la première fois que je vais rentrer. Il y a ici un hexagone. Cela déclenche une action indiquée dans le guide des actions que vous avez mis de côté au début de la partie. Vous consultez le guide choisi pour connaître les détails de cette action. Vous allez ensuite pouvoir fouiller un lieu. Un héros ou son follower peut fouiller un lieu pour un point d'action. Le personnage doit être présent dans un lieu non encore fouillé. Vous allez lancer un des 6 et vous allez rajouter le mental, qui est donc ici. Si le résultat est de 8 au plus, le joueur peut piocher 3 cartes objets. Il choisit une carte à placer dans l'inventaire du personnage qui a fouillé. Et il défausse les autres cartes. Une fois le lieu fouillé, avec ou sans succès, vous placez un jeton fouille dessus. Il ne pourra pas être fouillé à nouveau. À savoir que les personnages de la faction bête ne peuvent pas fouiller de lieu. Une autre action possible est de piocher une carte. Pour un point d'action, vous pouvez piocher dans l'un des 3 decks, objet, personnage ou lieu. Si le joueur a déjà atteint sa limite de main, il doit d'abord défausser une carte objet, ou placer un objet dans l'inventaire, ou jouer une carte personnage ou lieu. Vous pouvez également initier un combat. Pour un point d'action, le joueur peut engager son héros ou un follower dans un combat contre un autre personnage situé dans le même lieu. Si un personnage est agressif, il peut engager un héros ou un follower automatiquement sans point d'action. Il y a aussi des actions gratuites, puis payantes. Une fois par tour, chaque joueur peut effectuer chacune des actions que je vais vous dire une fois gratuitement. Ensuite, les actions peuvent être répétées en dépensant un point d'action par action supplémentaire, autant de fois que souhaité. C'est-à-dire que la première fois que vous allez faire ces actions, cela est gratuit. C'est pour jouer une carte lieu. Les cartes lieu doivent être placées adjacentes au lieu où se trouve un personnage. Elles peuvent être posées horizontalement, verticalement, en respectant certaines règles. Au moins une entrée du nouveau lieu doit correspondre à une entrée d'un lieu déjà existant. La carte lieu ne peut pas bloquer la dernière sortie libre de la carte en jeu, ou chevaucher une autre carte lieu. Lorsqu'un lieu est joué, consultez le numéro bleu qu'il y a ici, puis appliquez les règles correspondantes dans le guide des lieux que vous avez choisi. Vous pouvez également jouer une carte personnage. Un joueur peut jouer une carte personnage de sa main dans un lieu adjacent à celui de son héros. Vous placez la carte du personnage dans la zone de jeu, puis vous placez un jeton personnage ou son stand-in dans le lieu choisi pour indiquer qu'il est là. Vous allez utiliser les jetons de santé qui sont ici, que vous pouvez placer sur la carte, ou vous pouvez utiliser ces cartes pour faire un suivi comme vous le voyez. Si ce personnage a des objets indiqués, comme équipé ou tenu, donc je vous rappelle à chaque fois c'est indiqué là, le joueur doit montrer ces objets s'ils sont dans sa main, puis les reprendre en main. Sinon, les objets doivent être cherchés dans le deck objet, puis le deck est mélangé. Le personnage est alors équipé de façon optimale. Vous glissez donc les objets équipés sous le côté gauche de la carte, placez les autres objets dans une pile d'inventaire, vous ajoutez les jetons de bonus d'attaque et d'armure sur la carte pour suivre les bonus. À savoir qu'un personnage entré en jeu depuis une main ou un autre moyen ne peut ni se déplacer ni agir, sauf si une règle de base, une carte personnage, quête ou action indique le contraire. Ensuite, il y a des actions totalement gratuites et répétables. Les joueurs ne dépensent aucun point d'action pour effectuer ces dernières. Ils peuvent répéter autant de fois qu'ils le souhaitent durant leur tour. Le joueur actif peut faire en sorte que son héros ou son follower échange ou donne un objet à un héros, ou également un suiveur contrôlé par un autre joueur, à condition qu'il soit dans le même lieu. Parfois, il est aussi possible d'échanger ou de donner à d'autres personnages déjà en jeu ou apparus précédemment sur la carte. L'échange ou le don doivent être consensuels entre les joueurs. Vous pouvez également équiper, utiliser, ramasser et lâcher un objet. Les armes, armures et objets dans la main d'un joueur sont déséquipés et ne peuvent pas être utilisés par le personnage tant qu'il ne les a pas équipés. Les cartes peuvent être placées gratuitement dans l'inventaire du héros.
sous la zone violette, ici. La même chose pour un follower. Pour équiper une arme ou une armure, vous les déplacez de la zone violette vers cette zone-là, la zone bleue. Pour les équiper, vous faites l'inverse. Une fois dans l'inventaire, il est possible d'utiliser un objet ou d'activer l'aptitude spéciale d'une arme ou d'une armure équipée gratuitement, sauf indication contraire sur la carte. Il est aussi possible de ramasser un objet abandonné dans le lieu où se trouve le personnage, ou de laisser tomber un objet équipé ou dans l'inventaire dans ce lieu sans dépenser de points d'action. Seuls les objets équipés modifie les attributs du personnage. Si un objet nécessite un certain score d'attributs pour être équipé, ce score peut inclure les bonus apportés par l'objet. Les cartes équipées ou en inventaire ne peuvent pas être rendues dans la main d'un joueur. Qu'en est-il des autres personnages et des ennemis? Au début d'un tour, certaines quêtes théoriques, règles de lieu ou d'actions, peuvent demander aux joueurs de placer des personnages sur la carte, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Dans ce cas, les personnages sont placés dans l'ordre des joueurs, et le combat, si nécessaire, est résolu au fur et à mesure de leur placement. Certains personnages restent à l'endroit où ils sont placés. D'autres doivent être déplacés par le joueur qui les a placés, sauf indication contraire. Les personnages qui entrent en jeu hors de la main d'un joueur, ou par d'autres moyens, ne peuvent pas se déplacer ni agir sauf indication contraire dans une règle, que ce soit sur la carte personnage, une carte de quête ou dans les règles d'un lieu ou d'une action. Certains personnages auront marqué agressif sur leur carte. Si un personnage entre dans un lieu ou inversement, le combat commence immédiatement. Les personnages agressifs du même type ne s'attaqueront pas entre eux. Les personnages engagés en combat deviennent mutuellement agressifs pour le reste de la partie. Qu'en est-il des suiveurs ? Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois des followers. Le joueur actif fait un jet de suivi lorsque son héros entre dans le lieu d'un follower non revendiqué, ou si un follower non revendiqué entre dans le lieu des héros, ou si le héros commence son tour dans un lieu avec son suiveur non revendiqué. Ceci pendant la phase d'action de ce tour. Chaque suiveur a des conditions spécifiques pour réussir ce jet qui sont indiquées sur sa carte. Une fois qu'un suiveur est allié à un héros, il n'y a plus besoin de faire ses jets. La carte du suiveur revendiqué et ses objets est placée près du plateau du héros qui le suit. Les joueurs peuvent utiliser un tableau de follower pour suivre ses attributs et bonus. Un héros ne peut avoir qu'un seul follower à la fois. Pour changer de follower, un joueur peut tenter un nouveau jet. S'il réussit, le nouveau remplace l'ancien. Un héros peut changer ou recruter un follower précédent pour un point d'action sans jet, sauf s'il s'agit d'influencer un follower déjà allié à un autre héros. Dès qu'ils deviennent follower, ces personnages ont 2 points d'action qu'ils utilisent pour agir et se déplacer indépendamment, contrôlés par le joueur du héros. Ça vous permet d'avoir un compagnon qui vous aide dans vos tâches. Ils peuvent aussi se déplacer et combattre avec les héros sans dépenser de points d'action. Les points d'action des followers sont rechargés en même temps que ceux des héros au début de chaque tour. Vous pouvez donc influencer un follower. Un héros peut tenter d'influencer un follower allié à un autre héros si ce follower se trouve dans un lieu sans son héros, c'est-à-dire sans le héros à qui il appartient. Pour cela, le nouveau héros doit être dans le même lieu que le follower et faire un jet de follower avec un malus de moins de 2. Un follower devient agressif envers un héros qui lui a infligé des dégâts au combat et ne le suivra plus. Qu'en est-il de la piste compte-tour? Jetons soleil avant d'une case sur la piste du jour à chaque fin de tour de tous les joueurs. Cela sert à suivre les 12 tours d'une longue partie et les 6 d'une partie courte. À l'aube, au premier tour, placez le jeton soleil sur la case 1. À la fin de chaque round, avancez-le d'une case. Lorsque vous arrivez au méridien, le ciel s'assombrit et une énergie arcanique enveloppe la planète. Lorsque vous êtes dans une longue partie, au début du 6e tour, chaque joueur tire 2 cartes de quête héroïque, en choisit une et mélange l'autre dans son paquet. Et à la fin du 12e jour, le soleil se couche. Durant ce tour, les héros terminent leur action normalement, puis rentrent chez eux. À la fin du 12e tour, ou du 6e, le joueur avec le plus de points de quête remporte la partie. Si aucun joueur n'a obtenu de points de quête, la partie se termine sans gagnant. Les héros, brisés et désorientés, doivent revenir un autre jour pour tenter à nouveau. En cas d'égalité sur les points de quête, un score de victoire est calculé en fonction des objets possédés par le héros et son follower. Chaque arme rapporte 3 points, les armures 3 également, 2 points pour les objets. Le joueur avec le score de victoire le plus élevé gagne. En cas d'égalité sur le score de victoire, le joueur avec le plus de quêtes héroïques complétées gagne. Si l'égalité persiste, celui avec le plus de quêtes secondaires complétées gagne. Si l'égalité subsiste toujours, les héros se contentent de partager leur aventure et célébrer une victoire partagée. Qu'en est-il du combat? Le combat se déclenche si un joueur choisit que son héros ou follower attaque un autre personnage, s'il est dans un lieu avec un personnage agressif ou suite à un événement de lieu. Le joueur calcule les jets pour son héros et ou son follower. Un autre joueur calcule les jets pour les combattants adverses, de la manière la plus favorable au personnage. Les combats impliquant 2 personnes ou plus se résolvent en 2 parties, sauf indication contraire. La première étape va être la première frappe, détermination de l'ordre d'initiative, nous allons dire. Au début du combat, tous les personnages impliqués lancent un jet pour déterminer l'ordre des tours de combat selon la formule suivante. La vitesse, que vous retrouvez ici, plus 2d6, plus le bonus de première frappe. Le personnage avec le score le plus élevé en joue en premier, le second score le plus élevé joue ensuite, et ainsi de suite. En cas d'égalité, vous relancez les dés. Ensuite, il va y avoir une phase de calcul des dommages. Le personnage attaquant choisit un ennemi à cibler, puis calcule les dégâts comme suit. Sa puissance, plus 2d6,
plus un bonus d'attaque. S'il a, moins le bonus d'armure de la cible. La santé courante du personnage défendant est réduite de ce total. Je vous rappelle votre santé maximale et vous indiquez pour les personnages ou autres avec cela. Lorsqu'un personnage joue en premier, joué depuis la main ou placé via une quête ou une règle ou un lieu, il cible l'ennemi ayant le total d'attributs le plus élevé. Somme de vitesse plus puissance plus autre attribut. Avant d'infliger des dégâts pendant leur tour de combat, les personnages peuvent utiliser un objet, équiper un objet ou tenter de fuir. Pour utiliser, équiper ou ramasser un objet en combat, avant le calcul des dégâts, vous lancez 2d6. Si le résultat est de 2, utilisez, équiper et ramasser l'objet, mais réduisez les dégâts d'attaque de 2d6. Si le résultat est de 3 à 6, vous utilisez, équiper et ramasser l'objet, mais réduisez les dégâts d'attaque de 1d6. De 7 à 12, vous utilisez, équiper et ramasser l'objet, normalement, et attaquer normalement. Vous pouvez également fuir pendant leur tour de combat. Un personnage peut tenter de fuir le combat. Tous les combattants lancent 2d6 plus vitesse. Le joueur qui contrôle le héros ou le suiveur qui tente de fuir peut dépenser un point d'action pour ajouter un dé à son jet, jusqu'à un maximum de 4 dés. Si le personnage qui fuit obtient un score supérieur à ses ennemis, ceux qui l'attaquent ou qui l'attaquent, il réussit sa fuite. Il quitte alors le combat et peut se déplacer jusqu'à 2 emplacements adjacents. Le tour du joueur continue normalement. En cas d'échec, le joueur peut dépenser un point d'action pour tenter de relancer le même nombre de dés, ou bien terminer son tour de combat. Le combat continue en alternant les tours jusqu'à ce que la santé courante d'un combattant tombe à 0, ce qui signifie que ce personnage est vaincu et que le combat est terminé pour lui. Les héros contrôlés par les joueurs ne peuvent pas mourir, ils deviennent inconscients. Les autres personnages meurent lorsqu'ils sont vaincus, sauf indication contraire sur la carte. Si un personnage mort possède des objets, vous placez un jeton retourné de ce personnage à l'emplacement où il est mort. Un personnage dans la même zone qu'un personnage mort ou inconscient peut piller un objet par round sur ce personnage. Vous pouvez looter une fois que vous avez gagné le combat. Un personnage mort ou inconscient peut être traîné sans coup en point d'action, suivant le héros du joueur. Le jeton du personnage reste sur la carte jusqu'à ce que tous ces objets aient été pris. Une fois que tous les objets retirés, le jeton du personnage est retiré du plateau et sa carte est placée dans la pile de défausse de personnage. Pour les jets de conscience, pour un point d'action, lors de leur tour, les joueurs contrôlant un héros inconscient peuvent tenter un jet de conscience, ou lancer 3d6 plus l'esprit. Un succès, il faut que le score soit égal ou supérieur à 15. Et vous récupérez des points de santé. Il peut immédiatement se déplacer d'un emplacement, en ignorant les ennemis agressifs. Et le joueur continue son tour normalement. Si c'est 14 ou moins, le héros reste inconscient. Le joueur peut relancer un jet de conscience pour un point d'action avec un bonus cumulatif de plus 3 à chaque tentative. Si le joueur contrôle d'autres personnages, il peut jouer ceci avant de terminer son tour. En cas de conflit ou d'incohérence entre les règles du livre, règles de base, guide des lieux, livre d'action, ce sont toujours les règles des livrets qui prévalent. Donc ça c'est pour les grandes règles, j'espère que j'ai été clair, il y a beaucoup d'informations, mais tout est très clair, vous voyez, c'est assez simple et très fluide. Je vais maintenant donc vous parler du mode solo que j'ai beaucoup aimé. Vous allez retirer pour la mise en place du mode solo quelques quêtes, c'est indiqué dans le livret de règles, et également quelques objets. Au début de la partie, vous piochez 4 cartes héroïques, vous en choisissez 2 et remélangez les autres. Vous piochez également 3 cartes secondaires que vous conservez. Au lieu de piocher une carte par tour, vous piochez 2 cartes par tour, chacune venant d'un paquet différent. La limite de votre main est de 7. Vous avez 2 modes de jeu en solo. Un jeu de quête, où les conditions de victoire, vous allez obtenir un nombre défini de points de quête avant un moment donné dans la journée. Au début du 6e tour, dans une partie longue, vous piochez 2 cartes héroïques, vous en choisissez une et vous remélangez les autres. Dans une partie courte, vous devez obtenir 15 points de quête avant le méridien, donc le 6e tour. Dans une partie longue, vous devez obtenir 30 points de quête avant le coucher du soleil. C'est vraiment très bien fait, ça permet de découvrir le jeu, ses mécaniques et surtout de jouer avec tous les personnages qui ont tous un sel particulier, moi j'aime beaucoup. Vous avez aussi un mode solo classé. En effet, un joueur doit accumuler autant de points de quête que possible en accomplissant les quêtes héroïques et les quêtes secondaires avant le coucher du soleil du 12e du jour. Et en fonction du nombre de points de quête que vous avez des titres, c'est pour encore plus, vous vous demandez de vous pencher sur les mécaniques du jeu et sur sa stratégie. Il y a également un mode coopératif. Lors d'une partie coopérative, chaque joueur devra rassembler 20 points de quête chacun, dans une partie longue ou 10 points dans une partie courte, avant la fin du dernier tour pour gagner la partie. Toutes les règles de base s'appliquent à l'exception des règles suivantes. La mise en place est similaire à celle d'une partie compétitive, mais chaque joueur coopératif pioche une quête secondaire qu'il accepte. Les mains de joueurs et les quêtes secondaires sont révélées et visibles par tous. Pour gagner, les héros doivent s'entraider pour accomplir leurs quêtes de toutes les façons possibles. Ainsi, échange d'objets entre personnages et la coopération pour vaincre les ennemis sont fortement encouragés. Les tours dans une partie coopérative se déroulent de manière similaire à une partie compétitive. Chaque joueur dispose de 3 phases par tour, avec un nombre de points d'action alloués comme suit. 2 joueurs, 3 points chacun, 3 à 4 joueurs, 2 points chacun. Les joueurs peuvent utiliser leurs points d'action en dehors de leur tour s'ils le souhaitent. Lorsque tous les joueurs ont terminé leur tour, le tour de jeu se termine et le jeton soleil avance. Les joueurs peuvent s'accorder pour déplacer leur héros et leur follower qui se trouvent sur un même lieu ensemble en dépensant un seul point d'action pour déplacer tout le groupe d'un seul lieu. Alternativement, le joueur peut choisir de déplacer son propre héros individuellement séparément. Tous les personnages impliquants lancent un jet de première frappe pour déterminer l'ordre d'attaque lorsqu'il y a un combat partagé. Le personnage dans le score le plus élevé joue le premier, le suivant pour le second et ainsi de suite.
Les joueurs déclarent les cibles des personnages à chaque ronde de combat. Un ennemi ciblera le personnage contrôlé par un joueur ayant le total d'attributs le plus élevé. S'il n'attaque pas en premier, l'ennemi ciblera le dernier personnage contrôlé par le joueur qui l'a attaqué. Dans ce mode, les héros et les suivants d'un joueur ne peuvent jamais s'affronter au combat entre eux, sauf si cela est spécifiquement indiqué dans une instruction de jeu ou une action. Vous avez aussi un module avec ces hexagones-là qui est vraiment de très bonne qualité et qui renforce encore la stratégie du jeu. Donc c'est ce qu'on appelle les anciens. Je vais les poser là. Les légendes racontent qu'il y a des éons, l'humanité communiait avec des divinités, qui, bien qu'à présent cachées, influent encore les courants mêmes de l'existence. À travers le cataclysme, ces êtres d'un pouvoir incompréhensible se sont révélés à quelques élus. Ils guident le destin de leurs disciples, leur murmurant dans leurs rêves éveillés et les tourmentant dans leurs cauchemars. Ce sont 6 grandes cartes hexagonales qui peuvent être utilisées dans n'importe quel type de partie. Lorsqu'ils sont utilisés, chaque joueur doit choisir son ancien en lançant 4d6, ils vont relancer en cas d'égalité. Le plus haut score choisit son ancien en premier, le suivant en second et ainsi de suite. Ce sont ces cartes-là. Les joueurs placent la carte hexagonale sélectionnée face cachée à côté de leur tableau héros. Désormais, le joueur contrôle son héros à travers les yeux de cette divinité. Lorsqu'un joueur remplit les conditions inscrites pour gagner sa faveur sur la carte est retournée. Le joueur peut alors utiliser le pouvoir divin de cet ancien à tout moment. Et ça rajoute vraiment du sel au jeu, une dimension tactique et stratégique qui est vraiment très intéressante. Après toutes ces règles, j'espère que ça vous a plu déjà. Je vais vous donner mon avis sur le jeu. Depuis quelques années, l'engouement pour les jeux de société thématiques et narratifs n'a cessé de croître. Au cours de cette tendance, la Dark Fantasy occupe une place privilégiée, attirant un public avide de récits épiques et de défis tactiques, ainsi que d'univers immersifs. Dark Venture, édité par Guild Skull Games, est un excellent exemple d'un jeu qui cherche à conjuguer ses éléments dans une expérience unique. Entre jeu de rôle narratif, jeu d'aventure modulaire et jeu tactique, il offre un cocktail dense et riche qui mérite une analyse approfondie. Dark Venture plonge les joueurs dans le continent imaginaire de Darkrange, une terre ravagée par des forces obscures et parcourue par des héros courageux. Le cadre est résolument mature, mêlant mythe antique, horreur subtile et quête épique. L'ambiance est appuyée par une direction artistique cohérente, signée par des illustrations sombres qui fait ressortir le côté Dark Fantasy, où chaque carte, chaque personnage, chaque objet raconte une histoire. L'univers de Dark Venture est d'autant plus captivant qu'il intègre des éléments de mythologie avec les anciens, des divinités anciennes que les joueurs peuvent invoquer pour gagner des pouvoirs spécifiques. Ces entités ajoutent une dimension mystique et stratégique au jeu, renouvelant l'intérêt sur le long terme. Dark Venture utilise un système de cartes lieux modulaires qui permettent à chaque partie d'offrir une nouvelle configuration. Ce design encourage l'exploration progressive, avec la découverte d'événements et de rencontres, ainsi que de quêtes qui se déclenchent en fonction des actions des joueurs. La narration est donc dynamique et non linéaire, renforçant l'immersion. Les quêtes sont divisées en quêtes héroïques et quêtes secondaires, ce qui force les joueurs à faire des choix stratégiques sur ce qu'ils priorisent. Cette structure scénaristique favorise aussi la rejouabilité, chaque partie pouvant varier en fonction des objectifs choisis et des aléas du tirage de cartes. Les combats dans Dark Venture reposent sur un mécanisme simple de jet de dés, combiné aux caractéristiques des personnages. Le combat est divisé en 2 phases, détermination de l'ordre d'initiative, puis calcul des dégâts. Des règles pour l'utilisation d'objets en combat, la fuite ou le ciblage ajoutent de la profondeur, mais le cœur reste rapide et direct. Chaque joueur contrôle un héros doté de statistiques uniques et d'un inventaire qu'il doit gérer avec attention. Le système intègre des points d'action limités, ce qui impose de faire des choix tactiques pertinents sur le déplacement, l'équipement ou les attaques à chaque tour. Le jeu comprend des mécanismes de récupération comme le cochage roll pour les héros inconscients, ainsi que la possibilité de ramasser des objets sur les corps des ennemis vaincus, ajoutant un aspect de gestion d'inventaire important. Les modes de jeu que propose Dark Venture sont également très profonds et renforcent la rejouabilité. Il propose en effet un mode solo, adapté à une aventure individuelle. Les règles spécifiques du solo ajustent le tirage de cartes et les objectifs pour équilibrer la difficulté. Ce mode offre une bonne dose de narration, permettant aux joueurs d'explorer l'univers à son rythme. Le mode coopératif est également très apprécié. Il pousse les participants à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Les règles permettent des actions partagées comme les déplacements en groupe et encouragent les échanges d'équipements ou les combats coordonnés. Cette coopération active enrichit l'expérience ludique, mettant en avant la communication, la planification et le soutien mutuel face aux dangers. La transparence des mains et des quêtes des joueurs renforce également la dynamique de groupe. Le mode compétitif oppose les joueurs qui tentent d'accomplir leur quête avant les autres. Cette compétition ajoute une tension intéressante, avec des opportunités pour bloquer ou ralentir ses adversaires. Dark Venture s'inscrit dans la ligne des jeux mêlant aventure, narrative et gestion tactique. Il a la volonté d'offrir un univers riche, une progression scénarisée et un gameplay tactique accessible. Un de ses grands avantages est sa polyvalence, avec son mode solo robuste, une coopération stimulante et un compétitif tendu. Cette diversité le rend accessible à plusieurs profils de joueurs, des amateurs de solo, au groupe en quête d'un jeu à la fois tactique et narratif. Les points forts du jeu sont un univers et une narration immersive. Il offre un lore riche, soutenu par une direction artistique soignée. La variété des modes de jeu, que ce soit solo, coopératif ou compétitif,
pour répondre à tous les styles. Un système modulaire avec les cartes lieux, les quêtes multiples, les anciens qui renforcent la rejouabilité, des règles claires et des combats simples, idéal pour un public large. Une interaction sociale présente avec des modes coopératifs et compétitifs très bien pensés. Dark Venture est une expérience riche qui a une narration immersive et tactique accessible dans un univers dark fantasy original. Son succès tient à sa capacité à offrir plusieurs modes de jeu adaptés à différents types de joueurs, ainsi qu'à sa modularité et la profondeur de son lore. C'est un jeu ambitieux qui est une vraie invitation à l'exploration et à la survie dans un monde cruel. Un must-have pour les amateurs de dark fantasy, prêts à s'investir dans un univers dense et riche. Donc voilà pour cette vidéo de ce jeu que j'ai beaucoup aimé, je le redis. J'aime beaucoup la direction artistique. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi je la trouve fantastique. Je trouve le jeu d'extrêmement bonne qualité aussi, très bien pensé, très équilibré, très riche. Le lore est incroyable. Il y a également des extensions. Je vous ferai une autre vidéo un petit peu plus tard sur les différentes extensions du jeu, comme ça vous aurez une idée de tout ce qu'ils peuvent vous proposer. Je vous invite encore une fois à aller voir la campagne actuelle de cet éditeur sur un jeu dans le même univers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, vous pouvez même la partager. On peut discuter en commentaire de ce que vous pensez du jeu avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!